Et maintenant, une fois de plus, bon après-midi et bienvenue à la conversation d'aujourd'hui sur les raisons et les implications de la stratégie commerciale du Premier ministre Carney. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Eric Miller, président du Rideau Potomac Strategy Group et membre du conseil d'administration du Conseil canadien pour les Amériques CCA, Solange Marquez, professeur à l'Université de Toronto et à la faculté des droits de l'UNAM et fellow du CCA, ainsi que Ben Guedan, Senior Fellow et directeur du programme sur l'Amérique latine au Stimson Center. Bien sûr, bienvenue à Ken Frenkel aussi, président du Conseil canadien pour les Amériques. Il se joindra à moi à titre de co-modérateur. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici et un merci tout particulier au programme sur les Amériques latines du Stimson Center pour son partenariat dans le cadre de cet événement. Avant de céder la parole à nos panélistes, nous souhaitons mettre en contexte le moment actuel. Nous savons que la trajectoire des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis au cours de la dernière décennie a été singulière. Donald Trump s'est présenté à la présidence en 2016 en critiquant vivement l'ALENA, les qualifiant notamment des pires accords commerciaux jamais signés par les États-Unis. Cela a vraiment donné une forme différente au contexte politique dans lequel les négociations ont eu lieu. Et ça s'est traduit dans une partie significative de comment le Canada comprend et répond au moment actuel. Et avec ces petits résumés, je veux inviter Eric à nous rejoindre et commencer un peu à parler de ce qui s'est passé la semaine passée. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé la semaine dernière, en particulier les 3 jours avant et ayant précédé les retraits de Carney des négociations et pourquoi Carney a-t-il quitté la table? Était-ce la bonne décision, on se demande. Oui, et merci Martha. Bien sûr, j'aimerais bien résoudre et répondre à cette question. Il faut comprendre ce qui s'est passé la semaine passée et je vais parler un peu de ce qui venait avant cela. Nous avons eu, comme tu l'as dit, hein, une relation commerciale défiante entre le Canada et les États-Unis depuis un petit moment, mais avec l'administration Trump, cela a fait commencer un nouveau chapitre. Nous avons vu que le retour du président Trump à la Maison-Blanche a immédiatement annoncé des droits de douane de 25% pour le Canada et le Mexique par rapport à la problématique du fentanyl. Et le Canada répond à 0,5% en moyen du fentanyl qui arrive envers les États-Unis, mais quand même, cela a été déclaré une urgence qui a donné au président Trump l'autorité sous la loi des pouvoirs d'émergence économique internationale de 1996. Et après cela, bah, voilà, ça l'a passé par la Cour suprême. Et nous avons vu que le président Trump a voulu marquer les conditions du commerce international et nous avons vu plusieurs pays qui sont arrivés à la table pour faire des accords avec les États-Unis et qui sont sortis de cela de forme complètement unilatérale. Le Japon, l'Europe, par exemple, ont été d'accord avec les 15% des droits douaniers de beaucoup de biens qui arrivent envers les États-Unis, alors que il n'y a pas eu de tarifs pour les produits qui arrivent depuis les États-Unis. Le Canada a pris une stratégie différente, partiellement parce que cela a été mené par le fait que les biens depuis mars 2025 qui ont été qualifiés sous l'accord Canada, États-Unis, Mexique, ce qu'on appelle en français ACEUM, accord Canada, États-Unis, Mexique, ACEUM. Mais voilà, ça a été aussi communément connu qu'il y a eu un traitement sans tarif envers les États-Unis jusqu'à un moment donné. Et cela faisait partie d'une liste de catégories spécifiques où il y avait des droits douaniers séparés en dessus des droits normands. Donc, mi-juillet, l'administration Trump, après avoir eu des conversations pas trop profondes avec le Canada pendant 9 mois, a annoncé des droits douaniers de 50% sur les exportations qui représentent plus ou moins 5% du Canada envers les États-Unis. Et cela a entamé un processus incroyable qui a mené aux débats qui nous ont menés à leur fois à que le Canada part de la table de négociation. Le premier objectif était d'éviter les droits des douanes qui étaient originairement euh, dus
à prendre effet le 19 août, on a vu des changements de cela et il voulait aussi de la clarté par rapport au chemin de négociation et comment cela allait se voir dans le triangle de la CEM avec le Canada, le Mexique et les États-Unis. Donc, il y a eu des conversations avec le Mexique. Solange va bien sûr pouvoir nous donner plus de détails par rapport à cela. Mais voilà, nous savons que trois rondes de négociations avec les États-Unis et le Mexique, les négociations avec les Canada ont couvert beaucoup de problématiques, le secteur automobile, l'aluminium, le bois, les boissons alcooliques. Mais nous savons aussi que cela a changé pendant la semaine de négociation. Nous savons que, par exemple, nous avons les problématiques du contenu en français dans la province du Québec. Netflix euh, a besoin de cela en Europe. Nous ne voulons pas cela en Amérique du Nord. Et aussi, il y a eu des demandes pour que le Canada puisse refléter les actions de commerce des États-Unis. Donc, si les États-Unis devaient imposer des tarifs sur l'importation depuis la Colombie, par exemple, le Canada devrait, selon leur demande, faire la même chose et donc être un miroir de ce type de règles, mais nous savons que nous avons vu des différences entre les commerces et les demandes des États-Unis. Donc, tout cela a mené à que Marc Carney, à un moment donné, à minuit, avant la date limite, avant l'imposition des droits douaniers, a appelé les membres de l'équipe de négociation pour leur demander de retourner au Canada. Il a annoncé qu'il va avoir des droits de douane au dollar près, donc à parité, et que cela va commencer à entrer en vigueur le 8 septembre avec une liste spécifique de produits où les droits de douane vont être imposés. Cela a été déjà publié les jours de l'enregistrement aujourd'hui. Ça va être bien sûr disponible sur le site web de Global Affairs. Le président Trump a aussi annoncé qu'il va y avoir des tarifs de 50% sur le secteur automobile, sur les composants qui arrivent depuis le Canada. Et donc, nous voyons dans ces cycles des relations commerciales qui se sont vraiment euh, réduite en qualité. L'important qu'il faut vraiment souligner que Marc Carney est sorti des négociations aux États-Unis et qu'il n'accepte pas l'entente que avait été mise sur la table par les États-Unis. Donc, je vais m'arrêter ici, mais il y a quand même beaucoup plus à mentionner. Eric, est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures? Oui, bien sûr, dans les dernières 24 heures, le développement principal a été que le Premier ministre Carney a essentiellement dit que le Canada va retourner à la table de négociation juste si les États-Unis vont changer leur attitude, entre guillemets. Et nous avons vu que le président Trump est sorti d'une forme très forte en se montrant vraiment contre le positionnement canadien, en menaçant euh, les nouveaux droits de douane, et en menaçant même, il a renommé les Great Lakes qu'on connaît avec le nom Lac Ontario ou Lac America. Donc, la même histoire qu'on a entendue déjà avec le Golfe du Mexique en 2025. Nous avons vu aussi des échanges majeurs entre le premier d'Ontario, d'Oxford, le président des États-Unis. Donc, le type de message, nous sommes en train de voir comment le Canada peut revenir envers un message qui soit plus constructif, mais nous avons quand même vu vraiment un niveau de tension et d'émotion des deux parties. Le vice-président Vance a dit que le Canada et la Chine sont les deux pires pays et que le Canada va laisser passer beaucoup plus de biens chinois, mais il n'y a pas de preuve de cela. Donc, nous détectons
pas mal de frustration et même de rage à un certain point, mais le développement clé du président Trump est il a annoncé les tarifs de 50% sur le secteur automobile qui entrent en vigueur le 1er janvier et le Premier ministre Carney a offert des déclarations par rapport aux tarifs à parité qui ont été publiés aujourd'hui. Merci Eric. Est-ce que vous aimeriez commenter un peu plus par rapport à la stratégie des droits de douane de Marc Carney, ce qui a été imposé aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ben, voyons, une fois que on développe une liste pour les produits qui vont avoir des tarifs, on veut aussi minimiser la douleur sur les producteurs domestiques et les consommateurs et maximiser la douleur de l'autre côté. Donc, nous avons vu une liste depuis les États-Unis et une liste depuis le Canada. Et sur la liste canadienne, nous voyons deux choses. Partiellement, cela se montre vraiment parallèle à la liste américaine des États-Unis et ça inclut des éléments comme l'aluminium ou les produits du bois ou alors des mesures depuis la liste des États-Unis qui montrent des produits vraiment très bien visés par rapport à la carrière politique vraiment sensible des États-Unis, du Parti républicain de Donald Trump. Donc, dans certains cas, par exemple, les cas des produits maritimes, ce qu'on trouve dans l'État du Maine, mais qui est processé au Canada et renvoyé aux États-Unis. Ce type de saison des récoltes au Canada, certaines quantités qui passent par le Canada et qui sont renvoyées aux États-Unis. Donc, nous savons qu'il y a des relations de coproduction aussi qui sont maintenant menacées. Donc, c'est là a beaucoup à voir avec le cas du Sénat en mai. Donc, le vice-président Vance a fait une campagne dans l'État du Maine hier en parlant du Canada. Ça, c'était la réponse. Et comme on a dit, depuis le Kentucky envers le Tennessee, du Michigan au Wisconsin, clairement, il va y avoir pas mal d'entreprises qui vont souffrir les conséquences de cela. Et donc, l'idée, c'est de maximiser la douleur de la côté des États-Unis. Voilà, merci beaucoup, Eric. Je pense que nous pouvons maintenant ouvrir un peu la parole pour comprendre aussi le partenariat commercial dans l'Amérique du Nord de forme globale, les dynamiques commerciales, comment nous voyons que le Mexique aussi est en train de entrer dans cet enjeu du traitement de Washington vers le Canada. Donc, Solange, si tu veux, si vous voulez commenter par rapport à cela. Oui, merci beaucoup. Il est très intéressant, le cas du Mexique. Depuis le Mexique, le positionnement officiel est un positionnement optimiste. Le Mexique sent vraiment beaucoup de confiance par rapport à la stratégie qu'ils ont suivie dans les derniers mois. Ils ont eu une différence avec le Canada. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, il y a eu 3 rondes de négociations. Donc, ils vont avoir une quatrième session de négociation en septembre à Washington. Et avec le Mexique, le schéma est vraiment différent par rapport au cas canadien. Donc, pour le moment, le positionnement mexicain est un positionnement de confiance, il y a un positionnement de séparation complète par rapport à la table de négociation des États-Unis avec le Canada. De l'autre côté, il est aussi intéressant de comprendre que depuis la côté des business et des analystes, ce n'est pas si facile que ça. On va dire, en fait, la stratégie mexicaine est vraiment différente par rapport à la stratégie du Canada. Le Mexique a été à jouer un rôle plutôt euh, qui permettent beaucoup plus de choses par rapport à la situation canadienne. Juste, on peut mentionner les problématiques d'immigration et de sécurité. Et comme Eric vient de le dire, une des problématiques que nous avons vues dans le cas du Canada est le cas de la souveraineté. Donc, l'intérêt de Washington de pousser le Canada et le Mexique au même niveau en
reflétant les tarifs que les États-Unis ont imposés dans d'autres pays. Donc, les cas du Canada, euh, c'est clair, ce que nous voyons est que le gouvernement canadien a dit non à cela, mais le cas du Canada, du Mexique a été différent. Le Mexique a dit oui et a pris des mesures en imposant des tarifs à la Chine, à l'Inde. Donc, le Mexique a été et travaille encore avec les États-Unis sur certaines choses qui, selon le gouvernement mexicain, vont faciliter la réussite d'une entente. Donc, cela est intéressant à dire, à voir, surtout parce que nous sommes en train de penser à un accord trilatéral. Ce que nous avons vu dans les derniers 18 mois est effectivement qu'il s'agit plutôt d'un accord bilatéral dans le cadre d'un accord trilatéral. Donc, je crois que la problématique de ces deux stratégies différentes et ce que nous avons vu se passer avec le Canada dans la dernière semaine est que l'approche du Canada et l'approche du Mexique va créer une lacune majeure dans cette potentiel d'accord trilatéral. Cela pourrait créer une meilleure opportunité pour le Mexique d'avoir un accord avec les États-Unis parce que je ne vois pas comment le gouvernement mexicain pourrait unir les forces avec le Canada dans des problématiques qui peuvent être préoccupantes euh, pour les trois pays, les secteurs d'automotive, les minéraux. Nous voyons des secteurs différents qui ont des intérêts en commun, mais sur lesquels il y a eu que des conversations, mais pas du vrai travail conjoint. Donc, certains partis du secteur privé ont poussé pour essayer de créer une stratégie conjointe, commune, mais nous ne le voyons pas maintenant. Le Mexique a pris un pas de côté par rapport à ce qui est en train de se passer avec le Canada et ce qui pourrait se passer avec le Mexique. Donc, ils ont peur que la même chose va se passer avec le Mexique dans le quatrième ronde des négociations en septembre. Oui, je pense que c'est un vraiment bon point par rapport à ce qui pourrait se passer et ce qui potentiellement reste sur la table par rapport à la possibilité d'un accord tripartite. Et donc, Ben, par rapport à ce qu'on entend à Washington, dans ton point de vue, pas officiellement, mais qu'est-ce que les gens sont en train de se dire dans le couloir? Voilà. Oui, je pense que c'est surprenant le déclin euh, de la relation qui a été vraiment donnée par acquis pendant beaucoup de temps. Nous savons que les États-Unis ont projeté une puissance globale et ils ont donné par acquis la stabilité de la relation avec les voisins. Et cela est une coïncidence que les voisins maintenant sont aussi les partenaires majeurs des États-Unis, les frontières, mais aussi les défis du crime organisé, des migrations, dont surtout les frontières du sud-ouest. Donc, cela est un risque majeur pour la sécurité nationale des États-Unis, mais aussi à cause de ces bonnes relations, les États-Unis ont pu se dédier à l'énergie diplomatique, l'investissement dans l'assistance étrangère militaire et d'autres éléments du pouvoir national qui a été euh, impliqué dans des régions lointaines. Mais maintenant, la vitesse et la profondité du déclin des relations États-Unis-Canada au-delà des conversations commerciales, eh ben, tout cela change la conversation, bien sûr. Et il faut comprendre, et afin de comprendre ce qui se passe sur le long terme par rapport à ce qui vient de se passer cette semaine, nous pouvons parler de cela, mais il faut aussi penser à la direction de cette intégration par rapport aux intérêts de sécurité nationale et économique des États-Unis, cela doit être intégré au niveau régional. Et si nous ne pouvons pas gérer les relations entre les deux partenaires majeurs à niveau commercial, et donc les voisins, c'est difficile d'imaginer un hémisphère dans lequel il va y avoir une coalition durable et significative des pays afin d'améliorer la compétitivité économique des États-Unis et dans d'autres marchés. Donc, et c'est un moment vraiment profond et ça va au-delà des conséquences économiques. Oui, donc Eric nous a décrit l'état dans lequel les,
les pays voisins vont être attaqués, ils sont déjà visés. Donc, est-ce qu'on pense que peut-être les républicains, à un moment donné, vont dire, OK, ça c'est trop, on va vraiment mettre un point final à cela et prendre les distances? Je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y a de la doute maintenant. Le président, bien sûr, certains candidats dans les primaires n'étaient pas, n'ont pas vu trop de succès, mais nous voyons que il est encore au pouvoir dans le Parti républicain. Donc, je ne pense pas que les candidats républicains vont vraiment casser les contacts, mais vous avez raison aussi, il y a une pression croissante à créer un peu de différence, la politique d'immigration, les conséquences économiques négatives sur les États rouges, qu'on les appelle. Et donc, le Canada a imposé stratégiquement des droits de douane, des représailles. Donc, voilà, je pense qu'il y a il y a un grand manque d'accord interne par rapport au cercle républicain, mais je ne pense pas que quelqu'un va arriver à critiquer publiquement les présidents sur ces problématiques. Eric, juste pour vous faire retourner dans la conversation et demander votre opinion par rapport à ce que Ben vient de mentionner, et donc la consolidation par rapport à la perspective canadienne, par rapport à ce que le Canada est en train de faire et les décisions qui viennent d'être prises. Donc, est-ce que vous pouvez nous commenter un peu plus par rapport à la relation entre le Canada et les autres pays et le niveau global? Oui, donc les Canada, moi je pense qu'on peut dire que cette situation va durer dans le temps. Il ne s'agit pas d'une- d'un moment de pause classique à niveau des négociations. Le sentiment du Canada et de l'administration est de demander la base. Et le Canada veut au moins la base et la base n'était pas sur la table. Donc, jusqu'à ce que l'offre des États-Unis ne change pas, la situation va continuer à être euh, l'actuelle. La théorie du Canada est que le Canada est un marché d'exportation exceptionnellement important pour les États-Unis. Donc, si nous parlons avec n'importe quel membre du département de commerce par rapport à l'exportation, ils vont dire qu'il faut commencer avec le Canada. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui envoient les 30% de leurs produits au Canada. Il y a beaucoup d'entreprises qui envoient 300 millions de dollars par an au supermarché du Canada. Il y a beaucoup de produits qui continuent à se soutenir grâce au marché canadien. Donc, il faut penser à cela. Au même temps que les produits des États-Unis vont souffrir les droits de douane du Canada, il y a aussi les accords de libre-commerce. Les producteurs au Mexique vont encore pouvoir envoyer leurs produits au Canada sans les droits de douane. Donc, les producteurs des États-Unis vont souffrir de plus en plus à cause des droits de douane pour les marchés canadiens. Donc, cette douleur va commencer à s'accumuler et nous allons voir les personnes actives dans le processus politique qui vont donner l'argent à ces processus politiques et dire, OK, mon marketing envers le Canada est en déclin complet. Donc, des grandes quantités de vin des États-Unis, de la Californie par exemple, qui ne va pas être vendu aux mêmes conditions, dans les mêmes quantités au Canada. Donc, je pense que ces problèmes commerciaux vont vraiment être réels. Et comme Solange a bien dit, et cela est extrêmement important, les futurs d'un possible accord trilatéral, ben, cela va dépendre de la situation actuelle et comment elle va se dérouler dans l'avenir. Donc, s'il y a un accord bilatéral avec le Mexique, s'il n'y a pas de chemin clair pour un accord avec le Canada, est-ce que l'ACM va être arrêté tout d'un coup ou est-ce que ça se transforme dans un accord bilatéral et qu'est-ce qui va se passer avec les chaînes d'approvisionnement? Donc, je pense qu'il y a vraiment un risque de, il y a vraiment un risque de dégradation, nous allons dire de rupture complète. Donc,
Si nous pensons par exemple en 1965, le cas de Singapour avec la Fédération du Malaisie, bah, il faut maintenant comprendre comment les voisins vont continuer à marcher pour que le système commercial et les dynamiques commerciales soient meilleures, plus rapides. Et nous savons que c'est là, ce qui va se passer maintenant va quand même impacter plusieurs d'autres pays dans l'hémisphère nord et partout dans le monde. Oui, merci Eric. Est-ce que Solange, vous voulez nous offrir votre opinion par rapport à la perspective mexicaine en termes de comment l'accord trilatéral pourrait être au risque? Oui, euh, en considérant une fois de plus la stratégie du Canada et du Mexique par rapport à cette situation, je trouve intéressant de souligner que le Canada essaie de diversifier l'économie, nous le savons, en essayant de pousser par rapport à des accords commerciaux avec d'autres pays. Le Mexique, de l'autre côté, avait déjà pas mal d'accords commerciaux déjà signés, plus de 5 ans. Euh, Le problème est que le Mexique ne les utilise pas, n'utilise pas ces accords déjà en vigueur. Donc, la chose intéressante à observer ici est que depuis que toute cette situation a commencé, même beaucoup d'analystes depuis le début, ont essayé de soutenir une stratégie similaire à la stratégie canadienne, donc la diversification de l'économie. Et le gouvernement mexicain a ignoré complètement cette proposition. Et permettez-moi de dire qu'ils ont mis euh, tous les œufs dans le même panier, qui est le panier des États-Unis. Donc, ils se sont vraiment très en confiance par rapport à l'avenir de ces relations commerciales avec les États-Unis. Donc, une énorme partie de l'économie dépend de ce qui va se passer avec ces accords potentiels. Et bien sûr, ce n'est pas facile de penser qu'il va y avoir un changement dans la chaîne d'approvisionnement. Cela va prendre pas mal d'années. Ce n'est pas quelque chose qui peut être changé dans quelques mois, surtout dans un secteur si important dans l'économie mexicaine qui est le secteur automobile. Cependant, ils ne sont pas non plus en train de considérer cela. Par exemple, les relations du Mexique avec la Chine ou l'Inde, cela change en considérant l'intérêt de Washington. Donc, la relation mexicaine avec les autres pays est en train de changer et cela suit le même chemin par rapport à ce que la Maison-Blanche est en train de demander. Cela suit l'idée que le gouvernement mexicain semble avoir, qui est il faut suivre ce que Washington demande. Donc, le Mexique essaye d'appliquer ces changements même avant que Washington le demande. Comme je l'ai dit avant, essayer d'appliquer du soulagement à l'avance. Donc, essayer de maintenir le calme par rapport à la table de négociation. Et donc, le gouvernement mexicain, de forme interne, a déjà commencé à vendre une idée de stratégie de patience, mais il ne s'agit pas juste de patience, il s'agit beaucoup plus de essayer de satisfaire Washington avec ce que le Mexique a déjà commencé à faire. Solange, je trouve que cela, c'est vraiment un point intéressant. Je veux revenir en arrière par rapport à Ben, mais je veux faire un suivi avec Solange. C'est que nous avons en fait organisé des événements dans le passé où nous avons parlé de la croyance par rapport à la presse et beaucoup de parties prenantes du Canada et de la présidente Chambon et de sa stratégie de obtenir tout ce qu'elle veut avec la relation de Washington. Donc, quand nous parlons de soulagement, c'est quand même un mot important. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les lignes rouges, si est-ce qu'il y en a, du Mexique par rapport aux négociations avec les États-Unis. Oui, je sais que soulagement est un mot important, mais je pense que c'est un mot qui vraiment s'applique très bien dans ces contextes.
J'ai suivi les médias, surtout au Canada, par rapport à ce qu'on dit en relation et concernant le gouvernement mexicain et le Mexique en général. Et je trouve que c'est intéressant pour les Mexicains de voir comment, à niveau international, nous sommes considérés comme un pays qui a une bonne relation avec les États-Unis et pas juste parce que Donald Trump a un bon traitement avec Claudia Sheinbaum, mais pas juste parce que le Mexique a commencé en posant sur la table des demandes des États-Unis, les problématiques de migration, le cartel et la situation criminelle. Donc, le Mexique a dit oui à plusieurs fois, mais le Mexique a aussi fait beaucoup de fois au-delà de la situation des négociations commerciales. Donc, ils ont essayé de respecter les demandes de Washington. Donc, quand je dis que je vois que le gouvernement mexicain continue à soutenir une relation avec les États-Unis et les personnes disent que le Canada devrait suivre le même chemin, je ne suis pas si sûre, je n'ai pas la réponse par rapport à la question quelle est la meilleure stratégie. Nous voyons que le Canada n'est plus à la table de négociation maintenant et le Mexique est encore là. Mais on ne sait pas pour combien de temps cela va être le cas. Donc, ça va être intéressant de voir en septembre comment le Mexique va gérer la situation. Pour le moment, Washington n'est pas un allié de confiance. Comme Mark Carney a dit, quand il a fait les références à signer, à signer mais pas avec, ben, avec du crayon, pratiquement, c'est ce qu'il a dit. On peut s'attendre à des droits de douane dans des moments différents, même avec un accord. Si nous avons un accord, si nous avons la CEOM, ben, il va quand même y avoir des droits de douane. Donc, le problème est, et je me dis que nous sommes analystes et nous savons que la CEOM est en thérapie intense depuis 18 mois. Et maintenant, je pense que c'est un moment où il faut appliquer ces concepts. Nous ne sommes pas en train de négocier un accord de libre-échange. Nous sommes en train de négocier une réduction des droits de douane sur certains éléments. Donc, l'acier, les produits laitiers, euh, les secteurs automobiles, mais nous ne sommes pas en train de négocier des accords de libre-échange. Nous sommes en train de négocier des droits de douane. Donc, le problème est que dans ces cas, comme je dis, le Mexique continue à suivre la même stratégie sans le Canada. Mais si cela va être un accord bilatéral ou pas dans le cadre de l'ACM, on ne le sait pas. Ben, vous avez pas mal écrit par rapport au point de vue, la dichotomie, et peut-être on peut utiliser ce mot-là, la dichotomie par rapport au gouvernement des États-Unis et comment ils veulent, comment est-ce qu'on peut dire cela, comment ils veulent peut-être cédrer. Oui, c'est vrai, on peut dire l'Amérique latine avec son engagement avec la Chine, ou alors, si pas c'est vrai, réduire la tension et euh, les conséquences que cela peut avoir pour les États-Unis, en même temps que ils sont en train d'attaquer les pays avec beaucoup de droits de douane, même s'ils ont été pays et alliés de confiance. Donc, le gouvernement des États-Unis maintenant essaye d'attaquer l'Amérique latine ou utiliser d'autres éléments comme la problématique de la sécurité, les négociations qui se sont empirées avec le Canada, les doutes de l'Amérique latine maintenant, comment gérer la situation, si ça va être la même chose ou pas pour eux. Et à la fin de la journée, si on continue à chercher cette intégration, le commerce, la relation avec la Chine, je me demande, oui, c'est une très bonne question en fait. Il y a un paradoxe de la politique des États-Unis sous la doctrine Monroe. Donc, vous avez l'administration Trump qui arrive au pouvoir et il y avait une colonne du secrétariat cubain américain sur Wall Street qui était vraiment fluide en espagnol et qui
demander une âge d'or pour les Amériques, la première politique des Amériques, donc la sécurité nationale qui déclare que le retour des États-Unis vers la prééminence de l'Amérique latine et tout cela, bien sûr, en faisant référence à la Chine. Et à ces moments, à partir de cela, on est arrivé des Canadiens qui sifflent pendant l'hymne national des États-Unis et qui adoptent plutôt les politiques du Mexique. Donc, nous voyons une tendance différente. Ce n'est pas par rapport à l'admiration qui augmente envers la Chine, mais par rapport à un déclin, une décroissance de la confiance par rapport à la politique des États-Unis. Donc, nous voyons les voisins des États-Unis, qui sont les partenaires majeurs commerciaux, qui changent vraiment le scénario dans la question est-ce que dans la région, est-ce que quelqu'un va adopter une posture agressive comme celle que nous avons vue au Canada? Et je pense que, comme nous avons entendu du Mexique, cela ne va pas se passer, au moins pas dans le court terme, mais bon, nous avons beaucoup de raisons pour penser que cela a une situation structurelle. Nous avons une région qui dépend beaucoup des États-Unis, avec beaucoup de peurs des conséquences des États-Unis et de la diplomatie coercive, une région dans laquelle nous voyons que les États-Unis ont envahi l'Amérique latine depuis janvier. Ils ont menacé le président de Venezuela, le cas du président de Venezuela, mais aussi le cas du Cuba, les conséquences humanitaires, la menace de l'attaque au Mexique et de la Colombie. Et maintenant, ils ont aussi mentionné l'invasion du Panama, la capture du Panama. Donc, à cause de cette fragmentation et de cette peur, dans certains cas, les connexions idéologiques avec l'administration Trump, qu'ils veulent ou pas, bah, même s'il y a une liste de politiques des États-Unis qui ne sont pas favorables pour la région, bah, la peur est reine. Et donc, je pense que nous avons parlé des droits de douane, mais aussi nous trouvons la politique de déportation massive qui inclut l'envoi euh, des Latinos vers libérer l'implication de l'Amérique centrale, mais aussi la campagne de déportation, la militarisation des politiques de sécurité, les politiques environnementales. Et le Brésil est le seul exemple que nous avons vu de pays dans la région qui fait une résistance évidente et publique envers les États-Unis, qui a des investissements publics pour une stratégie qui réduit les risques en essayant de diversifier les relations économiques. Mais pourquoi juste le Brésil? C'est une division idéologique, mais aussi si ce n'est pas le Mexique, cela on voit les 80% des exportations du marché et des États-Unis parce que nous avons une taille suffisante pour soutenir une possible punition. Mais en fait, est-ce que cela a du succès? Nous voyons que les États-Unis ont imposé les 50% sur le Brésil en essayant d'intervenir sur les processus judiciaires de l'ex-président Bolsonaro, mais nous voyons que le Brésil a montré zéro intérêt euh, dans le processus de satisfaction des demandes de Washington. Donc, je vais terminer en disant que la seule chose qui peut vraiment faire passer un changement est un changement des calculs politiques. Trump a été vraiment bénéfique à niveau politique pour les adversaires dans le monde. Le Premier ministre du Canada, le président du Brésil sont les ennemis maintenant. Donc, il y a des cas dans lesquels les interventions de Trump ont été favorables aux candidats qui s'opposent. Donc, peut-être euh, les changements d'incentives politiques vont montrer des répercussions, mais pour le moment, je pense que beaucoup de pays ne vont pas prendre les rênes par rapport à aller contre les États-Unis. Merci beaucoup, Ben. Ben, est-ce que Solange, vous voulez nous offrir un commentaire par rapport à ce que Ben vient de dire en termes de la situation régionale et comment les pays vont ou pas attaquer les positionnements des États-Unis? Oui, je suis totalement d'accord avec ce que Ben vient de dire. En fait, les restes des pays dans l'Amérique latine dépendent des États-Unis. La décision de faire face ou pas, ou dire oui ou non à ce que les États-Unis veulent, se pose sur la dépendance économique envers les États-Unis. Donc, dans le cas du Mexique, le gouvernement du Mexique n'a pas d'autre option
nous pouvons dire, je peux dire qu'ils ont l'option de créer une diversification pour l'avenir sur le long terme, mais pour le moment, le Mexique ne peut pas considérer l'avenir sans un accord. Donc, dans les cas du reste des pays de l'Amérique latine, leurs économies sont tellement réduites que dans beaucoup de cas, avoir les États-Unis en contre n'est vraiment pas une option. Merci beaucoup, Solange. Si je peux inviter Eric à nouveau dans la conversation pour recadrer un peu la situation et les contextes de la guerre commerciale avec le Canada et les États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer? Les relations du Canada avec la région. On a souligné les positionnements d'autres pays de la région. Donc, j'aimerais savoir un peu plus quel est le contexte depuis votre point de vue du Canada et de son positionnement dans la région. Oui, en fait, une des conséquences intéressantes dans dans la dégradation, on peut dire, dans la rupture du travail du Conseil canadien d'Amérique, nous l'avons vu avec votre travail, l'Amérique latine a été importante et impérative dans la recherche du Canada de nouveaux marchés et cela est en train de grandir. Donc peut-être ça va jouer un rôle i- immédiat si nous considérons la rupture des négociations. Donc, le Canada passe à travers un processus de réimagination et de réinvention de ses relations commerciales qui, bien sûr, inclut l'Amérique latine. Donc, par exemple, le potentiel est là, nous savons, si nous regardons le Chili, une opportunité réelle pour le Canada de déplacer les exportations de gaz naturel des États-Unis qui venaient de la côte du Golfe et du, de Panama. Voilà, donc le Canada pourrait vendre à la côte ouest et descendre vers la région. Une chose, en fait, est que il faut se demander quelle est la différence dans ces cas. Une des choses qui ont été informées par rapport à la rupture de la relation États-Unis-Canada, et cela n'a pas été prioritaire dans la relation États-Unis-Mexique, est les déclarations du président Trump de inclure les Canada. Cela a été répété beaucoup de fois. Je suis sûre qu'il y a des dizaines de références par rapport à comment le Canada a été considéré l'État 51 et que le Premier ministre du Canada a été appelé juste le gouvernateur du pays, de l'État 51. Donc, maintenant, avec la situation courante, si nous considérons les inquiétudes de la souveraineté, cela veut dire que il faut se demander, est-ce que nous sommes d'accord par rapport aux États-Unis et comment ils ne doivent pas prioriser les contenus locaux. Donc, essentiellement, signer un accord de mort pour l'industrie automobile parce que les droits de douane sont trop hauts. Donc, tout cela montre la menace existentielle. Cela a aidé Mark Carney comme Premier ministre. Ça a créé beaucoup de rage. Oui, ça explique pourquoi les personnes sont vraiment fâchées envers l'administration de Trump. Cela a défini beaucoup de décisions personnelles, des calculs. Dans la première année du mandat Trump, le tourisme canadien est descendu à 3,3 billions, qui n'est pas rien non plus. Donc, il y a un niveau d'anxiété dans les cadres canadiens qui n'existe pas de forme immédiate dans l'Amérique latine. Oui, nous avons vu au, au Brésil le menace du cas de Bolsonaro, le menace de l'intervention au Colombie et au Mexique. Mais peut- quelqu'un au Mexique
a expliqué que le chemin était de garder la relation avec les États-Unis depuis le Mexique pour éviter l'intervention militaire. Ils ont commencé cela en pensant à l'histoire de 1835. Cela est un élément de différence, mais avec ses positionnements actuels, Mark Carney maintenant a un cas preuve par rapport à comment la relation des États-Unis va se voir dans l'avenir. Malheureusement, nous n'avons pas de chemin facile envers une relation constructive entre le Canada et les États-Unis et nous sommes laissés avec beaucoup d'incertitude envers l'avenir de l'accord ASEAN. Cela va avoir un impact direct sur le Mexique, la chaîne d'approvisionnement trilatérale, mais ça va être aussi un exemple pour le monde entier. Il y a eu, j'ai fait une étude récemment pour voir qui étaient les fournisseurs des biens pour chaque pays dans le monde. Et dans la plupart du temps, la Chine, l'Europe ou les États-Unis. Et en fait, depuis les 2000, il ne s'agit plus des États-Unis, il s'agit de la Chine. Donc, les positionnements des États-Unis en Amérique latine est en- a été en train de tomber dans la rupture de plus en plus. Donc, nous voyons la rupture en Amérique du Nord, est quelque chose qui n'est pas si profond que ça en termes de relations bilatérales, mais en termes de position d'exportation des États-Unis par rapport à la compétition globale, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment euh, marquante pour la situation générale. Solange, est-ce que vous voulez offrir un petit commentaire par rapport au cas du Mexique dans cette situation? Oui, rapidement, je peux dire que les cas du gouvernement du Mexique, je pense qu'il s'agit d'une question de temps par rapport à ce qui pourrait se passer avec les négociations et ce qui peut être attendu. Je pense que ce qui est intéressant ici, et par rapport aussi à ce qui a été mentionné tout à l'heure, est la série des lignes rouges. Le Mexique a travaillé et travaille avec les États-Unis. Ils ont été attaqués verbalement dans les narratifs. Le gouvernement mexicain a essayé de permettre beaucoup de choses, mais par rapport au cas des lignes rouges et au narratif de souveraineté, je pense que c'est intéressant de voir comment le Canada a utilisé l'élément de souveraineté et comment le Mexique a utilisé cette même ligne de forme vraiment différente. Dans le cas du Canada, nous voyons la population canadienne qui soutient Mark Carney quand il s'impose contre l- les États-Unis. Dans le cas du Mexique, la souveraineté est vue comme un instrument du gouvernement mexicain, mais pas pour se poser en contre, mais plutôt pour maintenir une narrative par rapport aux lignes rouges que le gouvernement ne veut pas permettre aux États-Unis. Donc, quelles sont ces lignes rouges? Spécifiquement, dans le contexte du commerce, je ne les vois pas trop. Je les vois plutôt dans les problématiques de sécurité. Comme vous avez dit, OK, et la présence sur le terrain au Mexique est une ligne rouge. OK, mais ce qui se passe maintenant par rapport aux investigations par des autorités publiques au Mexique, les sénateurs, ça, c'est ce que le gouvernement mexicain considère des lignes rouges. Donc, je vois une stratégie de permettre d'autres choses. Donc, le niveau de sécurité mexicain, le ministère de sécurité mexicaine a participé avec le DEA. Ils ont travaillé de forme très proche pour travailler sur les situations de capos dans le narcotrafic au Mexique. Donc, ils sont en train de coopérer beaucoup plus si on compare le cas du précédent López Obrador.
Donc, par rapport à ces lignes rouges, je vois une approche très différente par rapport à la narrative de souveraineté. Merci Solange, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc j'aimerais savoir ce qui va se passer à partir de maintenant. Eric, je me demande l'annonce du Canada par rapport aux droits de douane qui ne vont pas entrer en vigueur tout de suite. Ils vont entrer en vigueur au début septembre, le 8 septembre. Est-ce que cela est partie d'une stratégie de Marc Carney qui dit, OK, nous avons entendu, nous avons attendu d'avoir des conversations et maintenant on attend et maintenant on commence à implémenter certaines choses à un certain niveau. Est-ce que tout cela est suspendu jusqu'au 8 septembre, juste pour donner le temps de voir ce que vous allez faire avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la stratégie? Oui, une des choses par rapport à ce que Marc Carney a prêté attention est ne pas agir de forme impulsive. Donc, il est l'opposé à quelqu'un qui va partir sur les réseaux sociaux et lancer une déclaration forte sur cette problématique ou cette autre. Il est posé. Donc, culturellement, nous savons que il est un banquier et les banquiers, normalement, prêtent attention à leurs mots, à leurs actions. Et donc, il est en train d'y réfléchir. La date limite en septembre est une forme de dire aux États-Unis, si vous voulez qu'on retourne à la table, il faut en parler. Mais il a aussi été clair par rapport à cette annonce de, euh, qui a été fait à Lévis au Québec. Donc, les États-Unis pourraient retourner à la table, mais il a offert ces dates limites du 8 septembre comme une bonne opportunité pour permettre une réflexion sans beaucoup d'optimisme non plus. Donc, les droits de douane qui vont entrer en vigueur au Canada, euh, les droits de douane des États-Unis et du Canada, la chaîne d'approvisionnement qui va en souffrir. En moyen, nous avons euh, des droits de douane énormes pour les produits nécessaires pour construire les maisons. Donc, aux États-Unis, ça va tout d'un coup être vraiment beaucoup plus cher de, euh, de construire une maison parce que nous savons que plus de 70% de certains types de bois sont directement importés depuis le Canada. Donc, il va y avoir beaucoup de souffrances. Il devra y avoir un accord, des conversations sur des choses fondamentales qui ne peuvent pas entrer dans une situation qui attaque la souveraineté canadienne. Donc, nous avons vu en Europe, par exemple, l'ex-président italien a dit, nous devons parler de la situation dans les cadres européens complets. Donc, ça devient une situation difficile. Et donc, McCartney veut voir un changement dans la vision des États-Unis avec d'autres options qui entrent en jeu, surtout bon, les secteurs automobiles, qui a été mentionné par la Maison-Blanche. Le Canada exporte beaucoup de véhicules aux États-Unis, mais le Canada est aussi le marché d'exportation plus vaste des véhicules produits aux États-Unis. Donc, si nous commençons à détruire la chaîne d'approvisionnement, cela veut dire que le marché d'exportation disparaît. Donc, le Canada entre dans une nouvelle période dans laquelle il va devoir trouver des nouveaux schémas pour aller de l'avant. Et cela inclut des relations proches avec l'Amérique latine. On peut mentionner le Mercosur, l'accord de libre-échange, entre autres choses.
les relations avec les États-Unis peuvent commencer à être moins au centre de tout, et cela est important. Le système énergétique peut être mentionné aussi. Cela ne va pas fonctionner sans le pétrole canadien, par exemple. Donc, si les données montrent que les États-Unis, historiquement, se sont occupés de l'exportation de 75% du Canada, maintenant cela va tomber et cela va changer dans les temps. Et cela nous montre le changement dans les calculs et dans les parties prenantes qui veulent retourner à la table. Merci Eric. Ben, à, à ces moments-là, est-ce que vous pensez à une stratégie cohérente que Washington va assumer? Donc, est-ce que vous pensez que la souffrance et la pression au Canada va les forcer à revenir à la table plutôt que la rupture potentielle des républicains en novembre? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres composants à inclure aussi? Je crois qu'il y a beaucoup d'hypothèses différentes. D'un côté, le président pourrait ne pas être intéressé dans les élections mi-termes, mais qu'il a d'autres priorités et donc il ne va pas changer son positionnement, même si cela a créé des conditions pas favorables à niveau politique pour son parti. Il y a une autre hypothèse qui est juste le manque de confiance à Washington est possible dans les relations à ce niveau de dépendance économique. Nous avons parlé du cas du Mexique, même si c'est juste 2 tiers de l'exportation du Canada, il s'agit quand même d'un chiffre important. Donc, je pense qu'il y a l'administration Trump, croit que ils vont continuer à avoir la dominance dans la région. Et franchement, jusqu'au moment, nous avons vu que des idées qui soutiennent cela. Apparemment, à niveau d'Amérique latine, bah, l'Amérique du Nord n'a pas vraiment euh, posé les pieds contre les États-Unis non plus. Donc, nous voyons un peu bah, je peux mentionner le mois passé les présidents d'Équateur, les ministres du Chili et les présidents de Salvador sont partis avant à visiter la Chine. Nous voyons le Mercosur, les deux grosses économies de l'Amérique du Sud, l'Argentine et le Brésil, signer un accord commercial avec les États-Unis qu'ils ont négocié pendant des décennies. Donc, il y a vraiment un désir de diversifier les relations qui ont mené à cet accord, mais en même temps, il y a beaucoup de preuves que les États-Unis sont en train de surjouer leurs mains sur des conséquences à long terme structurelles. Sur le short terme, je pense que l'administration de Trump pense juste que les voisins vont respecter leurs demandes. Merci beaucoup, Ben, Solange. Je pense que je vais te passer la dernière parole. Il y a pas mal de questions, mais je pense que la meilleure forme de fermer, de clôturer est de considérer les points de vue mexicains. J'aimerais ajouter que quand vous avez mentionné les accords commerciaux avec le Mexique qui n'ont pas été utilisés et les relations commerciales potentielles, donc dans les conversations que nous avons eues, par exemple, le gouvernement mexicain a du potentiel intra-régional avec le Brésil, entre autres. Est-ce qu'il y a du potentiel effectivement? Je pense que il y a eu pas mal d'activités à niveau sous-ministériel, mais je me dis, et j'aimerais que vous me corrigez si c'est le cas, en Mexique, je pense que la diversification n'est pas une priorité si on considère la dépendance aux États-Unis. Oui, je pense que par rapport à ce que nous voyons dans le gouvernement mexicain, bah, c'est très marrant en fait, parce que nous voyons l'idéologie du gouvernement mexicain. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'un gouvernement de gauche. Dans les derniers mois,
le narratif a été vraiment radicalisé anti-États-Unis et à faveur de la souveraineté. Donc, je pense que ça va être le premier élément de l'argumentation. Donc, commencer une stratégie de diversification. Mais le problème est qu'ils ne veulent pas commencer cela. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des personnes à l'intérieur du ministère de l'économie, pas au niveau majeur, mais au niveau moyen, dans la prise de décision, qui ont conseillé à faveur de la diversification de l'économie et à faveur de la prise en considération des autres accords commerciaux qui sont déjà en vigueur avec le Mexique. Mais au niveau les plus hauts du ministère, ils disent que cela va prendre trop de temps. Et donc, dans le cas du Mexique, qui est différent par rapport à ce que Ben vient de mentionner, les élections mi-termes aux États-Unis, le Mexique a des élections l'année prochaine. Et pour le gouvernement du Mexique, les élections sont un point important. Donc, dans le cas du gouvernement mexicain et comment ils veulent montrer, s'y montrer envers les élections de l'année prochaine, signer un accord est important. Donc, ce n'est pas un élément important, la diversification ou pas. Ce qu'ils veulent faire est montrer au peuple mexicain qu'ils peuvent signer un accord pour des objectifs d'élection et politique. C'est ça. Donc, ça, c'est mon point de vue. J'ai travaillé avec le gouvernement dans le passé et donc, je pense que ça, c'est un peu le problème. Si cela est la seule forme de lire la stratégie mexicaine, ben ça, c'est sur le court terme. Oui, merci beaucoup, Solange. Malheureusement, nous devons nous arrêter là, mais j'aimerais beaucoup passer beaucoup d'autres heures et beaucoup plus de temps pour parler de cela. Donc, merci à tout le monde. Encore une fois, un merci tout particulier à nos partenaires du Stimson Center ainsi qu'à vous tous et tous d'être des nôtres cet après-midi. Nous vous invitons à suivre les Conseils canadiens pour les Amériques sur les réseaux sociaux et à consulter ccacanada.com pour connaître les événements et la programmation à venir. Les vidéos de la discussion d'aujourd'hui seront également disponibles en anglais, en français et en espagnol sur notre site web. Merci encore et je vous souhaite un très bel après-midi. Au revoir.